qui consiste à proposer des pistes de réflexion futures, soit en repoussant davantage les limites des champs d'investigation, soit dans la construction de nos objets de recherche, dans la manière de les appréhender, soit en réinvestissant des objets tout identifiés qu'ils soient par les sciences sociales, et parfois depuis longtemps, mais des objets qui ont peut-être été un peu trop délaissés, alors qu'ils restent essentiels à la compréhension des réalités sociales et politiques sur le continent africain, soit encore en prenant appui sur les évolutions rapides du monde contemporain et les plus évidentes comme les plus discrètes, dans le but d'investir des problématiques qui échappent encore largement à nos compréhensions. Alors plusieurs de ces textes posent également plus ou moins directement la question de qui parle et à qui, et des rapports inégalitaires qui se nouent autour de la production de savoir. Il s'agit évidemment là d'un des enjeux importants de ces histoires, reste à écrire. Car si pour certains, un peu partout, si pour certains, les essentialismes, le culturalisme, l'exotisme sont plus de mise dans les études africaines, d'autres, notamment parmi les universitaires camerounais, d'autres rappellent à haute voix qu'on est loin d'avoir fini de décoloniser ce champ d'études, qui est encore largement dominé par des voix blanches et masculines, inclus dedans, et qui utilisent des catégories de compréhension des sociétés africaines qui sont forgées dans les mondes académiques européens et nord-américains de notre mission. Et alors qu'émergent de nouveaux espaces de réflexion autonomes sur l'Afrique et en Afrique, parfois hors des murs universitaires, cette question du qui parle reste largement ouverte et revêt tout à la fois des enjeux épistémologiques et des enjeux politiques de première importance, sans qu'il soit toujours aisé de dénouer les uns des autres. Alors à celles et ceux que ces questions interpellent et qui sont prêtes et prêts à faire bouger les lignes de leur certitude, je ne peux que recommander vivement d'aller au-delà de la magnifique photo de couverture de ce numéro anniversaire, qui est une photo de Siaka Soko Traoré, né au Cameroun, photographe né à Douala, et donc d'aller au-delà de la couverture de ce numéro et de vous plonger dans la lecture des articles passionnants qui les composent sur les rôles des réseaux sociaux, des médias, des sociétés civiles, des histoires d'amour intimes dans les engagements politiques et les modes de gouvernement sur le continent africain, sur la longue histoire de la militarisation de l'Afrique, de l'exploitation de ses richesses minières, sur les questions de pollution, les dynamiques religieuses ou les migrations, sur les travailleurs et la haute finance, sur le rôle des structures de parenté et les dynamiques démographiques qu'on retrouve dans différentes parties du continent africain, et tant d'autres sujets passionnants. En somme, je vous invite à lire les articles de Jean Coppens, Peter Géchir, Patrick Pite, Ophélie Rion, Laurent Fouchard, Jean-François Bayard, Judith Chin, Andrea Secker, Janet Rockman, Julie Soleil-Archambault, Alexis Choya, Barbara Cooper, Mounia Benani-Schreiby, Jean-Pierre Olivier Sardan, Marc Pilon, Jean-François Cobianet, Alain Dubresson, Frédéric Cooper, Gabriel Echt, Abdoulaye Sounaï, Sylvie Prédoux, Sabelo Ndlo-Bugaceni, Didier Gondola, Vincent Bonpers et moi-même. Je vous remercie. Merci infiniment, cher Julien. Merci pour ce travail extraordinaire. Je peux te dire que travailler sur le dossier Eboussi Boulaga en préparation, ça nous donne un petit aperçu du travail que c'est, travail extraordinaire de suivre deux dossiers, le numéro anniversaire étant composé de 25 articles. C'est un travail extraordinaire. Merci infiniment, cher Julien, merci à Vincent pour votre travail. Nous sommes extrêmement angoissés à la pensée de continuer en fait à votre suite. Je parle de la rédaction en chef actuelle. Merci. Je me réjouis aussi dans cette présentation que tu aies rappelé, cher Julien, à partir de ces quatre entrées, aussi, au fond, cet enjeu à la fois décloisonner, décloisonner les sciences sociales, est-ce que la revue, ou alors ces choix-là sont vraiment post-disciplinaires, comme tu le disais, et on va le voir aussi dans la manière dont politique africaine a été un peu,
à célébrer le Cameroun en tant qu'objet. Hier, nous étions à l'université de Yaoundé 2, SOA, réunis autour de ce colloque, autour de la science politique dans tous ces débats, et nous avons eu de nombreuses évocations autour de l'articulation entre le spécifique et l'universel. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Je vois très bien aussi comment transversalement nos collègues ont essayé à la fois d'historiciser, de préciser tout en réflexivité ce que cette science politique est. Et je voudrais précisément, en me tournant vers Fred Eboko, qui est ici présent, dire que le Cameroun a eu la part du lion. C'est une formule que tu as utilisée, cher Fred, dans les dossiers pays de la revue, 3 numéros, et puis tout un ensemble d'articles. Je parlais tout à l'heure de Dominique Malaquais, notamment, sur un objet que nous connaissons tous, la Feymania. Grâce à Dominique Malaquais, nous en savons un peu plus. Et donc, Fred Eboko, ici présent, représentant de l'IRD en Côte d'Ivoire, chercheur au CEPED à Paris, a coordonné ce numéro 150. Mais Fred, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur la manière dont, précisément, le Cameroun, Jean-François l'évoquait tout à l'heure, était un peu, je dirais, le socle, une espèce de socle et de miroir sur lequel la revue s'est constituée. Comment est-ce que cet objet, Cameroun, a été saisi, en particulier, bien sûr, à partir de ces 3 dossiers qui ont porté sur le pays, mais plus généralement et plus transversalement, comment une forme d'angoisse qui habite beaucoup de Camerounais de comprendre la réalité, comprendre ce qui se passe dans ce pays, comme on aime à le dire, comme on le dit si souvent, comprendre ce qui se passe dans ce pays, et bien comment le projet rédactionnel politique africaine a tenté de donner sens à la réalité camerounaise. Cher Fred. Merci beaucoup Nadine, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller, chers amis. J'aimerais d'abord préciser que je suis extrêmement heureux d'être ici dans cette aventure de célébration des 40 ans de politique africaine qui a tant apporté aux études africaines. On ne va pas faire de flagornerie, les Polafiens n'aiment pas spécialement ça, mais j'aimerais saluer tous nos amis qui sont en ligne avec nous et avec qui on chemine. Cet endroit est tout à fait particulier pour moi parce qu'il témoigne aussi de la manière avec laquelle on peut appartenir à plusieurs mondes. Je venais dans cette salle quand j'étais petit, avec beaucoup de plaisir. Et il y avait une autre salle un peu plus loin où je détestais aller parce qu'entre guillemets, on m'y enfermait le jeudi après-midi pour que j'aille lire, c'était la bibliothèque. Et que quand je venais dans cette salle, c'était pour des activités un peu plus ludiques. Donc je suis très attaché à ce lieu et qui témoigne aussi à travers la manifestation d'aujourd'hui de la manière avec laquelle on appartient à plusieurs mondes et comment politique africaine en quelque sorte est aussi une des incarnations de ces réseaux qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas de patron, mais qui ont des initiateurs, qui ont des dynamiques, etc. Et c'est un peu ça aussi, politique africaine. Politique africaine est très liée au Cameroun, et là tu as cité 3 dossiers, mais au fond, même le premier numéro de politique africaine était déjà fortement marqué par l'empreinte du Cameroun, avec notamment, je répondrai à ta question, ne t'inquiète pas, un débat qui avait déjà commencé dès le premier numéro entre les deux Jean-François, donc Jean-François Bayard et Jean-François Médard. Ils n'avaient pas exactement la même vision de la politique par le bas. Jean-François a suffisamment rappelé que c'était pour lui une manière aussi tout à fait pratique d'envisager une autre manière de voir les sociétés africaines. Ils ont conclu tous les deux qu'au fond, ce qui les séparait, c'est que Jean-François a longtemps vécu à Douala, Jean-François Bayard, et que Jean-François Médard a vécu à Yaoundé. Donc ils avaient 2 manières de voir le Cameroun, où les modes populaires d'action politique étaient plus visibles à Douala qu'à Yaoundé. Mais au fond, au-delà de cette variable topographique, il y a aussi dans leur débat la possibilité d'accepter l'idée qu'on puisse regarder le même objet, mais de 2 manières différentes. Jean-François Médard avait ce que j'ai appelé une espèce de rapport kantien au terrain, c'est-à-dire pas moral au sens moraliste,
mais il était très attaché, et pas forcément sur le continent africain, puisque ses réflexions avaient commencé aussi sur le système Jaban-Delmas, toujours avec cette idée qu'il y a des choses qui sont acceptables pour l'humain, et des choses qui le sont moins, en quelque sorte. Et que Jean-François Bayard avait une vision, on va dire, mais il le dit mieux que moi, peut-être plus pragmatique, je vais regarder les sociétés africaines telles qu'elles sont. Et pour moi, le premier numéro de politique africaine, c'est un peu ça. Le second numéro, baptisé Le Réveil du Cameroun, est porté par une énergie tout à fait extraordinaire de l'observation d'un pays qui est en train de changer. Ce numéro date de juin 86. Le président Ahidjo a démissionné quelques années avant. Et là, on assiste à la montée en puissance de quelque chose qu'on perçoit comme étant un nouveau régime, avec un changement, donc non seulement à la tête de l'État, mais un changement de la dénomination du parti unique, des élections concurrentielles au sein de ce parti unique. Et dans ce numéro-là, on sent qu'il y a une espèce d'éveil dans le regard qu'on porte sur le Cameroun, et sans doute aussi sur ce qui se passe à ce moment-là au Cameroun, avec un président plus jeune, etc., qui essaye d'innover. Et ce qui se passe finalement dans le numéro suivant, le Cameroun dans l'entre-deux, atteste du fait que le Cameroun est rentré dans les années 90 en subissant une double crise, une crise de son intégration à l'économie monde, et une crise aussi du propre bouillonnement de sa société en quête de changement sous la férule du pluralisme politique. Et qu'au fond, quand on lit ce Cameroun dans l'entre-deux, qui était donc co-dirigé par Georges Kourad et Luc Sinjoun, on sent qu'il y a l'analyse structurelle d'une crise dont on ne se doute pas qu'elle est, de mon point de vue, de mon modeste point de vue, une crise au long cours. Mais aussi une crise qui est marquée aussi par une sorte d'exceptionnelle stabilité. Parce que quand on assiste à des crises pareilles ailleurs, la question qu'on se pose pour le Cameroun depuis très longtemps, c'est, on en a encore parlé ce matin avec des collègues, comment ce système tient-il encore debout, si tant est qu'on puisse accepter l'idée qu'il est debout. Et c'était un peu ça l'idée du numéro que j'ai coordonné avec Patrick Awondo autour de l'idiome de l'État stationnaire. Et tout en maintenant l'idée très forte à politique africaine, qui est aussi une idée d'un travail intergénérationnel. En discutant avec Sandrine de comment j'allais concevoir ce numéro, l'idée est venue très vite qu'il fallait aussi coordonner ce numéro-là, comme beaucoup d'autres, avec un chercheur un peu plus jeune. Moi, j'en étais convaincu que c'était vraiment une bonne pratique. Sandrine m'a vraiment soutenu là-dessus. On est tout de suite tombé d'accord sur le nom de Patrick Awondo, jeune chercheur d'origine camerounaise, vivant en France, étant revenu au Cameroun, travaillant à l'université de Yaoundé-Bain. Mais ce duo, ce binôme qui a coordonné ce numéro, voulait aussi dire beaucoup sur nos évolutions. Et il faut que j'en dise un mot, même si certains ici le savent déjà. Patrick a fait sa thèse à Paris, mais je l'ai rencontré à Yaoundé à la faveur d'une affectation de l'IRD qui m'avait amené ici. Et donc, au bout de mon séjour à moi, Patrick est devenu boursier français. Il allait faire sa thèse à l'école des hautes études en sciences sociales. Au moment où Patrick va partir en France, comme le veulent les traditions camerounaises, il vient me dire merci pour juste l'avoir mis en lien avec la réponse à un appel à candidature pour une bourse, mais il vient avec ses parents. Il vient avec ses parents, juste mes parents ont envie de te dire merci, ce que je ne méritais pas du tout, il avait eu sa bourse parce qu'il était brillant. Et à ce moment-là, son père, son frère me dit « Fred, je vous connais ». Je le regarde, je lui dis « Monsieur Awondo, où est-ce qu'on se connaît ?» Et il me dit la chose suivante « Est-ce que tu te souviens de ton professeur de sport ici ?» C'était lui. Et c'était un moment tout à fait fabuleux qui voulait aussi dire quelque chose. Je ferme la parenthèse. Ce numéro-là, nous avons reçu 42 propositions, si mes souvenirs sont bons, pour des dossiers de politique africaine qui peuvent difficilement contenir plus de 5 papiers. Là, on en a eu 6. Et nous avons beaucoup travaillé avec tout le comité de rédaction sur la sélection des papiers, avec une hantise qui est liée à la réputation que se donnent les Camerounais eux-mêmes, d'être extrêmement compliqués, etc., etc. Ayant coordonné, après ce numéro-là, un autre dossier sur la santé, je peux vous garantir qu'en dehors du travail normal que cela représentait, je n'ai eu aucun problème avec aucun auteur camerounais. Nous avons reçu 42 propositions, 90% de ces propositions venaient de chercheurs camerounais
il n'y en a aucun avec qui on a eu le moindre souci. Évidemment, je ne dis pas qu'ils étaient contents, ceux dont on n'a pas retenu les papiers. Et la deuxième surprise vis-à-vis du discours sur l'effondrement, auquel je participe, l'effondrement de la qualité, etc., ne tenait pas debout non plus, parce que sur les 42 propositions, je pense avoir le souvenir que nous avons reçu à peine 2 papiers qu'on peut dire fantaisistes. Le reste, c'était des papiers tout à fait sérieux, etc. Nous avons procédé à la sélection sur une modalité qui était simple, et dont Julien a aussi parlé, sur des papiers qui reposaient sur des programmes de recherche, sur des projets de recherche, sur des données, sur des recherches de terrain. C'est comme ça qu'on a fait la sélection de la majorité des papiers où il y a des données, parce qu'au fond, les papiers qu'on a reçus témoignent aussi d'une crise du financement de la recherche au Cameroun. On a reçu des papiers d'enseignants-chercheurs extrêmement brillants, très talentueux du point de vue de l'écrit, mais dont les papiers ne reposaient sur aucune enquête, reposaient sur leur observation au quotidien de la société camerounaise. Ce qui donnait des papiers très intéressants, mais qui d'un point de vue académique et du point de vue des attentes de politique africaine, étaient difficilement recevables. Mais ils étaient, pour certains, magnifiquement bien écrits, etc. Donc, et ça nous disait aussi quelque chose sur la faiblesse, en fait, du financement de la recherche au Cameroun et du maintien, même si c'est une strate qui est au-dessus, du maintien de la qualité de ces auteurs camerounais. Et ce numéro-là qu'on a baptisé l'État stationnaire, c'est clair aussi par le numéro précédent, le Cameroun dans l'entre-deux. Si vous lisez le papier de Piet Koning dans le Cameroun dans l'entre-deux 1986, portant sur la question anglophone, vous avez l'impression qu'il a écrit le papier ce matin. D'où aussi la question de l'État stationnaire, parce que la question qu'il pose en 1996 se pose aujourd'hui à peu près de la même manière. Je voudrais juste vous lire le tout début de l'introduction de Piet Koning. Le titre du papier, je rappelle 1996, c'est le problème anglophone au Cameroun dans les années 90. Depuis peu, le problème anglophone est devenu un problème crucial pour l'État camerounais post-colonial, soucieux de forger un État-nation stabilisé. Ce problème remonte à 1961, quand les élites politiques de 2 territoires avec des laits coloniaux différents, l'un français et l'autre britannique, sont tombés d'accord pour former un État fédéral. Je vais plus loin. Il s'est révélé n'être qu'une phrase transitoire de l'intégration totale de la région anglophone dans un État unitaire fortement centralisé. Cette situation a graduellement favorisé une prise de conscience anglophone fondée sur le sentiment d'être marginalisé, entre guillemets, exploité, entre guillemets, et assimilé par un État dominé par les francophones. Fin de citation. On aurait pu écrire cette phrase aujourd'hui, on peut aussi en écrire d'autres, hein. On a évidemment le droit de voir la situation différemment. Mais le fait qu'on puisse écrire cette phrase à peu près de la même manière aujourd'hui, nous dit aussi quelque chose qui ressemble à une stagnation qui n'en est pas une, puisque c'est une société qui résiste en fait à certains types de changements, ce qui est déjà une manière d'être dans une certaine forme de dynamique. C'est ça qui a justifié l'idée de l'État stationnaire. Un de nos collègues me disait ce matin, il faut qu'on travaille sur pourquoi ça tient. Bon, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qui tient. Mais c'est une question intéressante sur la longévité en quelque sorte du régime politique camerounais, et qu'il ne faut pas confondre la longévité du régime avec la longévité du président de la République. J'ai participé à une recherche collective il y a quelques années sur les élites politiques en Afrique, qui montrait déjà qu'il y avait un renouvellement d'un point de vue statistique des élites politiques au Cameroun. Et j'ai intitulé ça le renouvellement sans renouveau, pour parler de cette stagnation, mais ce n'est pas une stagnation au niveau des hommes. Les générations politiques au Cameroun se sont largement renouvelées. C'était un peu ça, l'idée de ce cheminement qui a amené à ce numéro 150 de politique africaine. Je voulais en profiter pour remercier les rédacteurs en chef de l'époque, qui étaient donc Sandrine Perrault et Didier Péclard, et ceux qui ont suivi. Parce que j'ai aussi travaillé, en coordonnant le numéro sur la santé, avec Vincent et Julien. Et c'était une autre aventure qui était liée au changement de thématique. Entre un numéro thématique de politique africaine, là c'était la santé, et un numéro pays, je me suis aussi rendu compte de l'extraordinaire diversité des avis, non seulement des auteurs, hein, et de leur discipline, autour d'une thématique. Alors qu'un numéro pays a une espèce de filiation, c'est pas forcément une filiation politique africaine, mais un dossier pays répond à une demande autour d'un objet sur lequel on est plus ou moins d'accord
des contours, alors qu'un numéro thématique peut être extrêmement compliqué. Et je remercierai jamais assez Julien et Vincent pour leur patience, parce que ça n'a pas été facile de nous accompagner avec Karine Baxer dans la rédaction de ce numéro. Et donc je voudrais terminer aussi par la question des générations et la question internationale, notamment France-Cameroun. Dès le numéro Le Réveil du Cameroun, l'introduction est écrite par Jean-François Bayard. On a tout de suite le papier que beaucoup de chercheurs ne connaissaient pas à l'époque de Tachin Bembe sur ce que j'ai envie d'appeler les mouvements nationalistes au Cameroun. Et déjà, c'est un type de binôme et de duo qui vous montre aussi cette idée qui a existé à la politique africaine depuis très longtemps et qui a progressé de la main tendue d'un continent vers l'autre. Je ne suis pas en train de dire la main tendue du nord vers le sud, mais des mains tendues. Le numéro sur le Cameroun dans l'entre-deux, dirigé par Georges Kourad et Luc Sindjoun, participe un peu du même registre de la main tendue et aussi de deux générations différentes, parce que Luc à l'époque, Luc Sindjoun, le professeur Luc Sindjoun, est un jeune chercheur à l'époque, et Georges Kourad à l'époque, il aime déjà nous rappeler qu'il est arrivé au Cameroun quand nous étions soit enfants ou nous n'étions pas nés, puisqu'il est arrivé au Cameroun, il aimait bien le rappeler, en 1969. Donc, tout ça participe aussi de cette dynamique et qui s'est renouvelée. On pourrait considérer les choses à peu près de la même manière entre Patrick Arondo et moi-même, puisque nous n'avons pas tout à fait le même âge, et que je dis toujours mon jeune collègue, mais je pense qu'il sera toujours plus jeune que moi. Mais ça témoigne aussi de cette ouverture que la revue a sur les questions des générations et de plus en plus sur les questions du genre que Marie a incarné, que Sandrine aussi, avec parfois quelques difficultés vis-à-vis des représentations qu'on peut se faire de la dynamique féminine et que tu continues à incarner. Voilà, donc je voulais vous dire à toutes et à tous que je suis extrêmement heureux d'être là et que la même manifestation des 40 ans de politique africaine aura lieu aussi en Côte d'Ivoire en décembre, autour de l'idée aussi de la présence de la Côte d'Ivoire dans la revue politique africaine et aussi de l'Afrique en débat. Je suis persuadé que nous n'aurons pas une manifestation aussi extraordinaire que celle à laquelle on assiste à Yaoundé, pour des raisons de temps, mais je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont participé à appuyer cette idée, et remercier aussi Sandrine de m'avoir invité pour l'autre débat qui aura lieu pour les 40 ans à Paris le mois prochain. Merci à toutes et à tous. Merci cher Fred. Merci pour ce beau témoignage de cet univers éblouissant des sciences sociales du politique sur le Cameroun. Je voudrais dire à quel point, à titre personnel, ma compréhension de ce qui se passe au Cameroun est nourrie par ces différentes propositions, effectivement, depuis le numéro fondateur de 1981 et en permanence, par cette quête sans cesse refondée, réécrite de nos manières de travailler, de travailler l'Afrique comme objet. Et on voit très bien ce processus au cœur de ce fil explicatif du Cameroun. Il faut juste préciser, pour répondre à Jean-François, qu'effectivement l'Institut de recherche pour le développement ex-Orstom a tellement évolué de l'ascension d'hier au fait de nommer aujourd'hui un représentant qui est spécialiste de sciences politiques. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Et je voulais excuser mon collègue et homologue Jean-Marc Hougard, représentant de l'IAD au Cameroun, qui pour des raisons professionnelles ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Voilà, merci. Merci cher Fred. Alors, le temps passe. Je voudrais me permettre maintenant, pour cette première séquence, d'ouvrir la discussion. Et si vous le voulez bien, cette discussion va s'ouvrir en musique. Alors pourquoi en musique? Parce que je pense, et je fais là un clin d'œil rapide à Jean-François, qui a parlé tout à l'heure de la musique turque ottomane et sa structure modale. Et je ne sais pas très bien si cette structure modale va parler en écho, en tout cas à un groupe qui me semble être assez représentatif de cette mise en dialogue entre extraversion
intervention du réel au Cameroun. Je pense ici tout particulièrement aux têtes brûlées. Je sais que vous connaissez les têtes brûlées et je pense que la complexité du Bikoutsi, la structure musicale du Bikoutsi devrait pouvoir être assez révélatrice de ce que ce projet politique africain. Je voudrais que nous célébrions ces 40 ans en musique, si cela est possible. On va écouter un petit peu de têtes brûlées. Avant qu'on ouvre une petite discussion rapide autour de cette première séquence. Les têtes brûlées, c'est les punks au Cameroun en 1987. C'est quand même extraordinaire. Je pense qu'on peut applaudir. Et c'est un bel écho à cette politique africaine. J'espère que nos amis ont pu apprécier un petit peu de ce Bikoutsi camerounais. Je voudrais, chers amis, éventuellement ouvrir la discussion sur ce premier tableau que nous avons eu. Justement sur politique africaine comme un projet rédactionnel en rupture. En rupture, on a vu un petit peu quelle a été l'intention première des pères fondateurs, du père fondateur qui a été Jean-François, Julien, Fred. Donc je voudrais, si vous le voulez bien, ouvrir un tour de discussion. Et c'est très libre, évidemment. Je ne sais pas si vous avez des interrogations, des doutes, des avis à formuler par rapport à cette première séquence. Et je me réjouis, Mathias Onangini, contributeur dans le 150, tu as la parole, monsieur le recteur. Merci, madame le recteur, professeur Nadine Machikou, de me donner la parole. En fait, la configuration du champ de l'africanisme français se distribuait entre les spécialistes de l'anthropologie et de l'ethnologie, et puis de l'autre côté les spécialistes du droit, et surtout du droit public. Si on prend par exemple Bordeaux, comme l'a indiqué Jean-François Bayard, ceux qui ont animé au départ la recherche sur l'Afrique étaient essentiellement des constitutionnalistes et puis des politistes juristes, c'est-à-dire des politistes venus du droit public. En l'occurrence, il y avait Dimitri Georges Lavrov, il y avait Albert Mabillot, qui ont joué un rôle dans la structuration du Centre d'études d'Afrique noire.
Et effectivement, dans la transition des années 70 et 80, il y a d'autres chercheurs qui au départ ne travaillent pas sur les questions africaines, tels que Jean-François Médard, comme l'a indiqué Frédéric Bocco, qui a d'abord travaillé effectivement sur le système politique local bordelais avec la figure de Chaban Delmas, qui avait travaillé pour sa thèse sur les États-Unis, qui va commencer à s'intéresser au Cameroun parce que entre 75 et 77, 74, 77, il a enseigné ici au Cameroun. Il y a donc également des anthropologues comme Christian Coulon, il y a des spécialistes des sciences humaines, particulièrement du côté LED, Alain Ricard, il y a Denis Constant-Martin. Et de l'autre côté, en dehors de Bordeaux, il y a effectivement autour du CERI une dynamique qui se met en place avec Jean-François Bayard. C'est ce qui va effectivement accoucher de cette initiative, dont l'élément essentiel, et c'est un élément fondamental, dont je considère qu'il est le plus important de ce que politique africaine a pu apporter, c'est l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité essentielle pour bien comprendre en fait la logique de ces sociétés africaines dont la configuration est fort fluctuante et qui ne pouvaient pas s'accommoder à une logique intellectuelle très rigide en termes de frontières disciplinaires. Donc voilà une chose que j'indique. Une autre chose aussi qui a pu être soulevée, là c'est au passage, Jean-François Bayard parlait de l'indépendance de la recherche. Évidemment, les configurations évoluent beaucoup, mais évidemment aujourd'hui, la logique de l'indépendance de la recherche est menacée en fait par des éléments, l'économisme insidieux qui consiste effectivement, quels que soient les sites, mais c'est une logique qui est un peu plus forte dans les pays qui ont des moyens moins importants, à dire qu'il n'y a pas assez de crédit. Évidemment, ça affecte la qualité de la recherche. Peut-être pour finir, Jean-François Bayard aussi parlait de certains courants qui en réalité vont s'avérer relativement proches, même s'ils se sont développés dans d'autres créneaux. Et on a quand même une interrogation pour savoir ce rapport un peu hostile à certains courants qui ne sont pas sans limite par ailleurs, comme le postcolonialisme, avec d'autres courants comme la décolonialité, puis avec des courants qui sont intermédiaires et dont des éléments se retrouvaient aussi dans la manière dont politique africaine, à travers la politique par le bas, envisager les choses. Je parle par exemple des subaltern studies et tout. Voilà un peu ce que je voulais indiquer pour contribuer à un débat important. Et il est important pour le public camerounais en général et particulièrement ceux qui s'intéressent aux sciences sociales et humaines de connaître ces évolutions en raison des dynamiques d'influence que les sciences sociales et humaines françaises ont sur le Cameroun. Merci. Merci, cher Mathias, pour cette contribution, cet éclairage à la fois très précis sur des contributeurs à ce beau projet épistémique qu'est politique africaine, le rappel de la manière dont justement l'économie contraint ou détermine la liberté de la recherche, la liberté académique. Merci Mathias. Autre intervention? Oui, Jean-Bosco Talla. Oui, je vais m'intéresser à l'objet Cameroun traité par politique africaine depuis ses débuts. Quand on fait une lecture panoramique de politique africaine, du premier numéro jusqu'à l'état stationnaire, on a l'impression que politique africaine veut nous dire qu'il y a une sorte de continuité dans l'immobilisme. Que politique africaine affirme que le Cameroun n'est pas une société ouverte à l'innovation.
D'ailleurs, le professeur Fred vient de nous citer, par exemple, un extrait parlant de la question anglophone, une question qui peut également être questionnée. Alors, je me pose la question de savoir si politique africaine n'envisage pas aussi l'objet Cameroun dans le sens du changement, qui est d'abord multiple, multifactoriel, multidirectionnel, complexe également. Est-ce qu'on peut parler à la fin, parce que le numéro politique africaine titré État stationnaire est comme le couronnement de la pensée semble être le couronnement de la pensée de politique africaine sur le Cameroun. Alors, citant par exemple la question anglophone, est-ce qu'il existe une question anglophone au Cameroun ou bien un problème national camerounais, comme le disait Mongo Betty? Est-ce qu'on ne peut pas également entrevoir l'objet Cameroun dans cette perspective-là? Merci, merci pour cette question qui me semble être adressée en particulier à Fred Eboko. Est-ce qu'il y a une troisième question? Mais peut-être Fred, je voudrais te prier de prendre la parole, mais peut-être avant Fred, Jean-François, si vous êtes là, je pense que cette évocation, en fait, cette évocation autour des conditions, enfin la question de l'indépendance des chercheurs, vous avez évoqué à juste titre notre collègue qui est retenu, qui est en prison en Iran, à cause de son travail. Elle y est précisément parce qu'elle faisait son travail d'universitaire. Et donc l'évocation que fait Mathias Ouenanguini sur le poids, Mathias Eric, sur le poids des contraintes économiques sur la liberté du chercheur. J'aimerais bien, Jean-François, voilà, comment est-ce que ça se fait écho ici, là-bas, ailleurs? Moi, j'ai vu, par exemple, récemment, toute cette mobilisation autour de l'islamo-gauchisme en France, et comment est-ce qu'au fond, on a là un écho très intéressant, les conditions dans lesquelles les chercheurs ici travaillent, qu'est-ce qu'ils peuvent écrire, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, est-ce que, au fond, transversalement, ces contraintes économiques, mais plus spécifiquement dans les choix épistémiques que font les chercheurs, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue là intéressant entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, cher Jean-François? Merci Nadine. En effet, une liberté, qu'elle soit politique ou scientifique, n'est jamais acquise définitivement. Et aujourd'hui, on voit quand même une dégradation très préoccupante des conditions dans lesquelles nous exerçons concrètement notre métier. Par exemple, moi, j'ai fait du terrain au Cameroun, qui était dans des conditions à la fois assez privilégiées, mais difficiles, parce qu'à l'époque, le régime était non seulement un régime autoritaire, déjà, mais par ailleurs, ça n'était pas du tout le même Cameroun que celui d'aujourd'hui, encore que j'ai quelques citations à parler du Cameroun d'aujourd'hui que je ne connais plus vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, une prolifération de titres de journaux. Alors après, leur liberté réelle, c'est un autre débat, et je ne suis pas en mesure de me prononcer sur le fond. Il y a surtout une prolifération d'associations. Le Cameroun que j'ai connu dans les années 1970, il y avait un journal unique qui était la presse du Cameroun, devenu Cameroun Tribune. Il y avait des médias qui étaient quand même extrêmement corsetés. Vous n'aviez pas de réseaux sociaux et il était extrêmement difficile de faire du terrain. Par exemple, j'ai travaillé sur des archives internes du parti unique. À l'époque, c'était un parti unique. J'ai dû les obtenir par la ruse. Bon, à l'époque, j'étais jeune, étudiant, etc. On ne se méfiait pas trop de moi. Donc, il y avait quand même des techniques comme ça de ruse. Achille Mbembe a aussi travaillé sur l'UPC en tant qu'étudiant en master, en recourant à des artifices et un certain nombre de ruses. Bon. Mais au fond, c'était sans doute plus dangereux pour un chercheur camerounais que pour un chercheur français, mais le risque que je prenais était
était plus limité. Bon, finalement, j'ai été interdit de séjour à la sortie de mon livre, et jusqu'en 1984, jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président Biya. C'est une pénalité qui est désagréable, mais qui ne met pas en cause l'intégrité physique ou la liberté du chercheur. Et à l'époque, en Afrique, ce que l'on risquait, c'était une expulsion, un refus de visa, une interdiction de séjour, ou éventuellement, dans les pays les plus répressifs du sous-continent, une arrestation de quelques jours, comme quelques collègues belges travaillant sur le Zaïre de Mobutu en ont fait l'expérience désagréable. Aujourd'hui, on emprisonne les chercheurs, par exemple Fariba Adelkha, mais également notre collègue Roland Marshall, qui était emprisonné en Iran pendant 1 an, tout spécialiste de l'Afrique qu'il soit. On les tue. Comme notre jeune collègue doctorant italien assassiné par la police politique du maréchal Sissi en Égypte. Et puis, par ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux, je devrais dire que vous êtes de plus en plus nombreux, à travailler sur des sociétés qui sont des sociétés en conflit, dans des contextes de guerre civile ou de violence agraire. Donc il y a quand même une transformation qualitative, si je puis dire, du risque dont il faut prendre la mesure. Bon, il y a un autre débat que vous souleviez, Nadine, qui est en effet la politisation de l'université par la droite populiste ou identitariste ou extrême dans un certain nombre de pays européens et par la droite traditionnelle qui s'est engagée dans une course à l'échalote avec la droite identitariste, populiste, etc. C'est frappant dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie, avec des atteintes très claires à la liberté de la recherche. Je ne parle même pas de la Biélorussie, naturellement, ou de la Russie. Mais vous avez aussi d'énergie, le terme est un peu exagéré, mais enfin quand même, on va dire des grosses plumes du gouvernement ou de la droite nationaliste polonaise qui n'ont pas hésité à faire irruption dans un colloque de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris parce que nos collègues universitaires prétendaient faire leur travail d'historien au sujet de la Pologne, en particulier de la Seconde Guerre mondiale, et en mettant à mal le récit, le roman national polonais. Et puis en France même, l'on voit en effet le gouvernement, à l'initiative du ministre de l'Éducation nationale, rapidement relayé par la ministre de l'Enseignement supérieur, vouloir établir une espèce de police de la pensée de l'enseignement sous prétexte de dénonciation de l'islamo-gauchisme, des thèses sur la décolonialité, l'intersectionnalité, etc. Je suis très mauvais en statistique, mais le pourcentage de thèses consacrée à l'une de ces thématiques est infinitésimale, c'est du 0,0, je ne sais pas combien % par rapport à l'ensemble des thèses. Donc on voit bien qu'on est dans une forme de gouvernement du grotesque, pour reprendre l'expression de notre collègue Achille Mbembe par rapport à certaines formes de pouvoir en Afrique, et je crois me souvenir qu'il visait en l'occurrence le gouvernement camerounais. Donc ça, ce sont des choses qui existent et qui montrent qu'une bataille, encore une fois, n'est jamais gagnée définitivement. La démocratie en général et la liberté scientifique ou la liberté de la presse en particulier, il faut les défendre jour après jour et dans nos pratiques, dans nos enseignements, etc., mais aussi dans une confrontation avec les pouvoirs politiques. Vous le savez, je peux avoir la plume assez acide à l'égard des autorités politiques de mon pays, et là je vous renvoie, non pas à Politique africaine, mais à mon blog de Mediapart. Je voudrais, puisque vous avez eu la prudence de me passer la parole, Nadine, peut-être rebondir sur ce qui a été évoqué
je ne pense pas que politique africaine se soit jamais fait une image figée de la société camerounaise. Et au fond, la problématique du politique par le bas, c'était justement de montrer que sous les eaux dormantes du politique, il y avait un très grand dynamisme, sous les eaux dormantes des institutions politiques, il y avait un très grand dynamisme culturel et politique dans l'ensemble de la société, sans qu'on puisse naturellement glorifier, supprimer les modes populaires d'action politique. Donc il me semble que à partir du moment où nous réfléchissions en termes d'historicité du politique, par définition, nous mettions l'accent sur le changement. Alors après, il y a une autre question, mais je suis mal placé pour vous y répondre. Est-ce que nos instruments, est-ce que nos problématiques, est-ce que nos curiosités étaient pertinentes? Il y a débat, et de toute évidence, si il nous fallait recréer une politique africaine aujourd'hui, ou s'il me fallait réécrire l'État au Cameroun aujourd'hui, je m'y prendrais autrement. Enfin, ça, ce sont des charmes du métier et peut-être également ceux de l'âge. Et puis un dernier point, également pour rebondir sur la réflexion de notre collègue recteur, je crois qu'il y a eu un débat camerounais au sens où j'en commence à parler d'un débat kényan. Alors, le débat kényan, c'était plus sur le mode de production capitaliste, son rapport à l'État, etc. Au Cameroun, il y a eu un débat qui en effet a été un débat d'emblée interdisciplinaire. Moi, comme politiste, j'étais à peu près seul, à l'époque, je parle de la préhistoire, bien entendu, mais comme politiste, j'étais à peu près seul à travailler sur le Cameroun. J'avais un collègue canadien, québécois, qui travaillait sur le fédéralisme québécois, sur ce fédéralisme camerounais, mais on n'avait pas grand-chose à se raconter, parce que lui, au fond, ce qui l'intéressait, c'était de voir qu'il y avait une minorité persécutée dans un État fédéral, et cette minorité était anglophone. Il y avait une espèce de jeu de miroir avec la minorité persécutée québécoise à laquelle il estimait appartenir. Mais pour le reste, sauf à se condamner à ce solipsisme scientifique absolu, le jeune politiste que j'étais était forcé de parler avec des anthropologues, des historiens, des linguistes, voire des économistes. Ils étaient moins nombreux. Et ça a été ma très très grande chance de jeune chercheur, c'est que j'ai été plongé, parce que je n'avais pas d'autre choix, j'ai été plongé dans l'interdisciplinarité et j'ai lu, j'ai échangé. Je voyais tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore en ligne, Peter Rechir. On a beaucoup travaillé ensemble avec Peter Rechir, avec Jean-Pierre Barnier, d'autres naturellement. On a eu des grands débats assez ironiques et assez facétieux sur le mode de la relation de plaisanterie entre Peter Rechir et moi-même sur les modes de production, sur l'articulation des modes de production. Je me suis approprié de manière assez sauvage et anthropologiquement correcte les notions d'aînés, de cadets sociaux. Donc il y a eu une circulation qui a été assez formidable. Et la vraie question maintenant pour moi, ça serait plutôt de savoir qu'est-ce qu'il y aurait à dire et comment on pourrait problématiser. Bon, je n'aurai jamais le temps de le faire. Si je devais réécrire l'État au Cameroun, je le répète, je m'y prendrais complètement autrement. J'ai essayé un petit peu d'esquisser cette réflexion dans le numéro du 40e anniversaire en mettant en avant, en m'appuyant justement sur les travaux de collègues anthropologues comme Franck Levier, comme Nicolas Sargenti ou comme Dominique Malaquet ou Jean-Pierre Barnier. Donc j'ai essayé de reprendre leurs travaux portant sur les ouest du Cameroun, l'anglophone et le francophone, pour essayer de reconsidérer ce concept de société civile et de reprendre le concept de terroir historique ou d'État rhizome que j'avais développé non pas dans l'État au Cameroun, mais dans un livre ultérieur, l'État en Afrique. Donc là, je crois qu'il y a un formidable chantier de recherche. Je pense que nous sommes beaucoup plus mûrs pour le faire. Je pense aussi, puisque je vois son visage sur l'écran, au livre de Julien et de Judith Schelle sur Faya, dans le nord du Tchad. Il y a vraiment des choses formidables que l'on peut faire aujourd'hui et pour lesquelles nous étions moins armés quand nous avons lancé politique africaine. Et puis il y a toute la question de la restauration autoritaire,
Politique africaine y a consacré un numéro récemment. Je dois le dire parce que c'est pas parce qu'on fait partie du lignage qu'on n'a pas le droit d'en critiquer certaines manifestations. Je veux dire que j'ai pas été entièrement convaincu par ce numéro parce que il omet de mettre le processus de restauration autoritaire en dialogue avec une notion qui me paraît fondamentale, celle de situation autoritaire sur laquelle travaillait Guillermet. Guillermet qu'il faut saluer aussi, parce que c'est grâce à Guillermet, grâce au soutien de Guillermet, directeur du CERI à l'époque, que celui-ci a accueilli l'aventure de politique africaine et l'a très largement financée dans les premières années de son existence. Et donc, cette notion de situation autoritaire, elle est importante. C'est un peu ce que les Brésiliens nomment avec la quantification au système, c'est-à-dire une structure d'inégalité politique et sociale radicale, souvent héritée de l'esclavagisme ou de la situation coloniale, et qui peut connaître des phénomènes de systole ou de diastole, au sens cardiaque du terme. Et par exemple, vous évoquiez ce numéro, le réveil du Cameroun. Le réveil du Cameroun, alors je sais jamais plus dans quel sens marche mon cœur, et si j'y pense, je vais l'arrêter. Mais ces premières années d'IA, c'était un moment soit de systole, soit de décompression autoritaire. Et puis on voit bien qu'il y a eu à nouveau un durcissement. Et je crois que la restauration autoritaire, on ne peut véritablement la comprendre que par rapport à cette notion de situation autoritaire qui n'est pas propre à l'Afrique, on la retrouve au Brésil, et je pense que la Turquie est un très bel exemple de situation autoritaire avec des phénomènes de relâchement, les 10 premières années du gouvernement Erdogan, et puis des phénomènes de durcissement, de restauration autoritaire, ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc voilà, moi, ce sont des directions dans lesquelles j'aimerais bien avancer. Si je devais réécrire l'été au Cameroun, il faut peut-être que je me réinscrive en thèse. Merci Jean-François pour à la fois ces réponses et cette belle ouverture qui me permet de passer la parole à Fred sur l'orientation du 150, cette orientation d'État stationnaire parce qu'on parle bien des changements, précisément. Le projet épistémique de politique africaine, c'est d'aller débusquer le changement où il ne se voit pas. Donc, cher Fred. En fait, je vous remercie pour votre question, professeur Tala. Je pense que vous avez confondu un numéro avec la logique de politique africaine. Ce que Jean-François vient de dire témoigne d'une véritable lecture du changement social au Cameroun entre le premier numéro et celui-là. En fait, vous avez pris le titre du dernier numéro sur le Cameroun pour laisser pour elle quelque chose qui serait une logique dans politique africaine. J'ai dit tout à l'heure en parlant du numéro sur le réveil du Cameroun que c'était foisonnant de quelque chose qui venait de changer. Au niveau de la tête de l'État, au niveau des pratiques politiques, au niveau du parti unique, j'ai parlé de changement. Le premier numéro attestait déjà, et Jean-François l'a rappelé, du fait que lui-même il avait fait glisser un curseur de quelque chose qui ressemblait à un autoritarisme univoque. Il est allé voir en dessous les modes populaires d'action politique. On est en train de parler de changement. Donc ce qui s'est passé pour le numéro de l'État stationnaire, donc sorti en 2018, début 2019, c'était la chose suivante. C'était une année d'élection, comme vous le savez, avec un véritable foisonnement. C'est pour ça que je vous dis, on a dit État stationnaire, on n'a pas dit une société politique stationnaire ou dans le commun. Il y a eu, tel qu'on l'a observé pendant l'année 2018, un vrai foisonnement d'idées, de mobilisation avant les élections. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas un grand spécialiste du Cameroun, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vu ça souvent au Cameroun avant le scrutin. Une telle mobilisation, notamment par les réseaux sociaux qui n'existaient pas avant, et qui a donné l'impression d'un changement global qui n'a pas eu lieu. Et quand je dis n'a pas eu lieu, ce n'est pas un jugement de valeur, je constate juste qu'au bout du compte, l'ordre qui a été combattu dans les urnes, dans les réseaux sociaux et cette critique a été respectée. Et ça témoigne de quelque chose qui fait partie de l'état stationnaire que vous pouvez prendre par tous les bouts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dynamique du changement. Personnellement, j'ai rarement vu la société camerounaise autant en ébullition d'un point de vue démocratique, d'un point de vue pacifique, que pendant l'année 2018. L'état stationnaire est expliqué
dans l'introduction du numéro de manière extrêmement précise, et ça ne dit rien sur la logique d'ensemble de politique africaine, en fait. Je pense que c'est un faux ami, mais il faut vraiment regarder le numéro attentivement. On ne parle que de changement, justement, mais on parle aussi de ce qui ne change pas. Il y a des choses, je ne vais pas vous faire un dessin, qui n'ont pas changé au Cameroun depuis un certain temps, je ne les ai pas inventé. Merci Fred, on va te remercier et remercier Jean-François, Julien pour ce premier tableau. Je suis absolument pas dans mon rôle de police, mais mes capacités de police, je me permets de passer rapidement au second tableau de notre conférence, puisque bon, transversalement, on voit bien que là, dans tout ce qu'on a dit, il y a vraiment des enjeux aussi plus généralement sur les conditions dans lesquelles la recherche se fait, les publications se font en Afrique, bien sûr, et ce qui me porte évidemment à donner la parole à Marie-Emmanuelle Pomerol, qui est ma devancière dans cet exercice de rédaction en chef, bien sûr, chère amie. La question de ces controverses scientifiques et politiques, dans cet enjeu de publier en sciences sociales, je suis impatiente de t'écouter, chère Marie. Merci beaucoup. Je suis ravie, comme tout le monde, d'être ici, entre deux communautés de chercheurs avec lesquels j'échange depuis le début de ma carrière. Les chercheurs de politique africaine, donc avec lesquels j'ai évidemment beaucoup travaillé dans cet engagement de co-rédactrice en chef de politique africaine, et puis la communauté également d'universitaires, de chercheurs et d'étudiants en sciences politiques au Cameroun, avec lesquels j'échange également depuis fort longtemps, du fait de mes recherches sur ce pays et puis ma fréquentation de l'université Yaoundé 2. Alors, étant donné donc que je suis entourée de gens que je connais bien, je vais commencer par une petite citation un petit peu provocatrice. La revue politique africaine se situe dans la continuité de la logique africaniste. Celle-ci considère les Africains comme des objets d'enquête et non comme des sujets de la connaissance d'eux-mêmes. La revue n'est pas du tout décolonisée. Bon, qui a dit cela? Je ne sais pas. C'est un universitaire camerounais anonyme, cité dans l'article du Monde paru en juin 2021, consacré donc à la célébration des 40 ans de politique africaine. Alors, est-ce qu'il s'agit de balayer ce type d'affirmation, parce qu'elle serait anonyme, d'un revers de main? Je ne crois pas. C'est un peu la tentation des sciences sociales du politique dans le monde francophone, qui développe, et beaucoup sont très pertinents, on reviendra dessus, un ensemble d'arguments qui contre les mobilisations, les revendications autour de la décolonisation des savoirs. Mathias en parlait tout à l'heure. Notamment en évoquant l'idée que l'on retrouve, que ces revendications autour de la décolonisation des savoirs seraient surtout le fait d'universitaires de la diaspora, dans les mondes anglophones plutôt, qui se mobilisent plutôt pour une lutte des places que pour une véritable décolonisation épistémologique. Alors, on voit pourtant que cette critique décoloniale prend beaucoup d'espace aujourd'hui dans l'Afrique anglophone, au Kenya, en Afrique du Sud, également au Sénégal, et finalement, le prisme français, qui est plutôt réticent à engager ce débat, vient peut-être aussi de la fermeture de l'espace académique français, qui est lié aux conditions de recrutement et d'un marché particulièrement réduit par rapport au monde académique anglophone. Donc ce que je voudrais faire ici rapidement, parce qu'en fait je vais recouper beaucoup de choses qui se sont dites durant ce panel très très riche qui vient de se terminer. L'idée c'est de prendre un petit peu au sérieux ces mobilisations autour de la décolonisation des savoirs, ce qu'elle demande, mais aussi les critiques, notamment dans le champ francophone, adressées à ces mobilisations et à leurs revendications scientifiques, et mettre cela en relation avec justement ce que fait politique africaine depuis fort longtemps,
la façon dont finalement elle répond en grande partie, et ça a déjà été dit en partie, à cette question de la décolonisation, voir néanmoins quelles sont les marges de manœuvre pour adresser cette critique anonyme que l'on évoquait au départ, et puis surtout évoquer la question de la structure même de la revue, son positionnement souvent fragile dans un monde universitaire, au nord comme au sud, qui est extrêmement fragilisé par les logiques néolibérales dont on a parlé, mais plus spécifiquement en Afrique, par le monde du développement qui fait partie, qui est un sous-champ de cette logique néolibérale. Alors je voudrais juste quand même rappeler que Politique africaine, depuis longtemps, a répondu à cette volonté de décolonisation. Ça a été dit par Jean-François Bayard, par Sandrine Perrault, par Julien Brachet, et le débat d'ailleurs est abordé dans l'introduction excellente de Vincent Moncaz et Julien Brachet dans ce numéro. Par exemple, Politique africaine propose régulièrement des mises en perspective de ce que Mudimbe a appelé la bibliothèque coloniale. Cette bibliothèque coloniale qui est remise en cause par les tenants d'une décolonisation, et que d'autres estiment devoir néanmoins regarder comme un socle, une base dans cette démarche scientifique qui doit être cumulative. Donc cette bibliothèque coloniale, on doit la mettre en perspective, non pas la prendre pour acquise, mais l'interroger. Et c'est par exemple ce qu'a fait Politique africaine dans un de ses numéros, mais qui fait régulièrement, de republier des travaux d'Evans Pritchard dans le numéro sur l'homosexualité, et de comprendre ce qui était dit par cet anthropologue qui évidemment est l'un des tenants de cette bibliothèque coloniale. Donc cette mise en perspective, elle est là. Politique africaine aussi répond à l'une des critiques tout à fait pertinentes qui demandent cette décolonisation des savoirs, c'est de dire il n'y a pas que le discours scientifique, académique, conventionnel qui peut nous apprendre des choses sur les sociétés africaines, mais qu'on peut discuter, critiquer intellectuellement sous d'autres formes. La forme fictionnelle, les documents politiques qui circulent, et cela, Politique africaine également donne un espace à ces documents qui ne sont pas uniquement des articles académiques conventionnels. Je pense ici, puisqu'on est au Cameroun, à la déclaration de Buea de 1993, extrêmement importante pour comprendre la situation actuelle dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qui est un document archivé dans la revue Politique africaine, qui est un document extrêmement éclairant sur les revendications anglophones de l'époque et évidemment contemporaines. Politique africaine aussi répond à l'une des critiques du mouvement décolonial, qui est de dire qu'il faut évidemment débattre sans arrêt dans le monde scientifique. Politique africaine le fait, puisque l'une de ses grandes rubriques phares, c'est le débat autour d'un livre. Les auteurs se laissent interpeller par la communauté scientifique, ont un droit de réponse, et évidemment c'est central dans la production scientifique. Encore faut-il qu'on s'accorde sur l'idée d'une universalité de ces conventions scientifiques qui sont parfois remises en cause par des mouvements décoloniaux extrêmement radicaux. Enfin, Politique africaine, dans son projet encore, et dans ses productions, contribue à remembrer l'Afrique, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, en décloisonnant, en recloisonnant, en refabriquant cette Afrique inventée par cette bibliothèque coloniale justement, et en reconnectant notamment le nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique, ces diasporas, et en publiant un certain nombre de dossiers, par exemple sur l'Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, étaient des dossiers qu'on avait publiés lorsque j'étais rédactrice en chef. On sait bien que les sciences sociales sur le Maghreb, le Machrek, utilisent énormément les concepts forgés
dans la mouvance, on va dire, de politique africaine. Ils sont peut-être moins accueillants d'ailleurs que politique africaine pour publier des articles sur d'autres espaces africains qui ne soient pas les leurs. Donc on le voit ici, une forme de réponse, si vous voulez, à cette interpellation sur la décolonisation, enfin sur l'inachèvement de la décolonisation de la revue. Est-ce qu'il reste néanmoins quelques scories des rapports postcoloniaux, notamment dans la façon de fabriquer la revue au jour le jour. Mon expérience de rédactrice en chef et puis tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant le montre. Il y a des efforts extrêmement importants pour favoriser les échanges, la circulation, et ce sur un pied d'égalité. Cet événement en est un exemple. On pourrait très bien continuer à développer une recherche plus collaborative entre collègues européens et africains, par exemple, en promouvant des articles coécrits par des auteurs qui soient basés dans des pays différents, en encourageant comme cela la reconnaissance de l'ensemble des chercheurs et pas seulement évidemment des productions qui seraient signées par un chercheur du Nord et quelqu'un qui aurait collecté du terrain. Je parle bien ici, comme on l'a longtemps plusieurs fois évoqué à SOA, de coproduction de la science à travers ces activités académiques collectives. Un petit point néanmoins, avant très rapidement de passer à la question de la structure de cette aventure éditoriale, c'est la question du terrain. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Le terrain, c'est la condition sine qua non pour que votre article passe sous les fourches codines du comité de rédaction, des multiples évaluations qui font la richesse de cette revue, puisque c'est en évaluant, le terme est peut-être d'ailleurs assez mauvais, c'est plutôt en lisant, en commentant les articles que ceux-ci aussi se pensent et se fabriquent dans un processus d'interaction. Et le terrain est toujours une condition, la collecte de données originales, une condition à la publication. Et je me souviens d'un commentaire ici un jour dans une conférence, dans un échange avec des collègues, dire effectivement il est parfois difficile ici de faire du terrain pour tout un tas de raisons. Et je me demandais si là-dessus, on ne pourrait pas discuter les priorités, en tout cas aménager des espaces dans la revue pour des articles qui soient aussi des réflexions programmatiques, qui soient des essais, qui soient d'autres formes en fait de réflexion sur ces sociétés africaines, en plus des articles fondés sur des enquêtes empiriques, parce qu'on risque parfois un peu la fétichisation et on exclut de fait, parce qu'on ne va pas résoudre la question des moyens structurels mis à disposition des universités et des universitaires en Afrique. On exclut de fait un certain nombre de nos collègues en mettant l'accent uniquement sur ce type de réflexion. Alors, je voudrais juste terminer en adressant cette question de la décolonisation et de la façon dont politique africaine y a peut-être répondu sans avoir ce terme en tête, mais autour de la question de sa structure, qui est une structure qui est toujours fragile. On l'a rappelé, c'est une association et qui dépend de financements plus ou moins aléatoires de structures universitaires et de recherche. Mais c'est en même temps ce positionnement très fragile qui en fait sa force, puisqu'aujourd'hui, à mon avis, et je le dis notamment après Mbembe, la vraie décolonisation, celle qui doit tous nous préoccuper, c'est celle qui va nous permettre de nous extraire de ce carcan néolibéral et qui en sert véritablement le monde universitaire, on l'a déjà dit. Et
dans certaines parties du monde, et notamment ici, ce carcan néolibéral, il prend la forme du monde du développement, qui est un monde tout à fait, un monde professionnel tout à fait important, bien sûr, et nos mondes universitaires et les mondes du développement doivent se côtoyer, doivent se croiser, doivent s'enrichir, mais le premier, le monde universitaire, ne doit pas être dépendant du second. Et c'est particulièrement vrai pour les dynamiques de publication et les revues. Je parle à partir aussi de mon expérience en Afrique de l'Est, au Kenya, où les universités ont été complètement réformées sur la logique néolibérale, et dans lesquelles les collègues doivent absolument publier à un rythme effréné pour gravir les échelons, et ils peuvent publier à peu près n'importe où, c'est pas grave. Et donc le plus souvent, ils publient dans des revues fantômes qui sont disponibles en ligne, qui leur demandent évidemment un financement conséquent, puisqu'ils payent pour publier, sans peer review, etc. etc. Et donc cette logique-là, évidemment, qui est la logique des réformes néolibérales au sein des universités, plutôt, on va dire, en tout cas la est-africaine, est évidemment délétère en termes de publication de qualité. Mais dans le monde anglophone, francophone, pardon, la logique n'est pas exactement la même. On voit plutôt là le monde du développement, de l'aide, qui vient à la rescousse du monde universitaire. Et là aussi, finalement, le danger est assez présent pour l'indépendance, on en a largement parlé, et les logiques, les procédures mises en place insinuées, si vous voulez, par cette dépendance du monde universitaire et du monde de la publication universitaire à ce monde du développement. Et c'est pourquoi les petites revues, on va dire, les petites revues artisanales, alors comme Politique africaine, mais en fait je pense ici aussi à la revue Police, qui était une revue, associative me semble-t-il, mais également liée au département de sciences politiques de Yaoundé 2. Ce type de revue qui demande beaucoup de temps, d'engagement, qui demande quelques moyens, mais finalement pas tant que ça, me semble être vraiment les modèles de lieux de publication libres, inventifs et collaboratifs. Et donc voilà, j'encourage, non pas à faire revivre telle ou telle revue, mais en tout cas à réfléchir à ces supports qui sont absolument nécessaires si l'on ne veut pas se faire écraser par le rouleau compresseur finalement d'une recolonisation par l'aide au développement qui en sert véritablement nos mondes de la recherche. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci chère Marie pour cette interpellation, cette remise au fond en perspective à la fois de la place, en tout cas la dimension décoloniale de ce projet, de cette aventure éditoriale. J'aime à penser que Politique africaine a été décoloniale dès le principe, et j'entends bien effectivement toutes ces critiques-là que l'on entend. Je voudrais aussi le dire, je sais que cette discussion peut être ouverte, Politique africaine, est-ce que Politique africaine est une revue française? J'ai envie de dire clairement, pour toutes sortes de raisons, je suis prête à discuter de cela. Politique africaine n'est plus une revue française. Politique africaine nous appartient à tous, comme Police, la revue camerounaise de sciences politiques. Et je trouve que là, effectivement, il faut de façon critique adresser les conditions dans lesquelles, que ce soit à Politique africaine ou à Police, nous faisons ce travail très artisanal, tu l'as dit à juste titre, et qui repose précisément aussi sur les capacités de ceux qui donnent de leur temps pour évaluer, soit pour évaluer, pour donner un avis, pour lire les articles, le processus
de production d'un numéro extrêmement long et demande beaucoup de générosité. Je trouve que, effectivement, ben, cet écho, qui est aussi clairement une contrainte à la recherche, beaucoup d'universitaires sont portés progressivement à se déplacer vers le monde de la consultation devenant d'une certaine manière cette espèce d'aspiration d'énergie et d'intelligence et d'inventivité, de créativité des universitaires pour toutes sortes de raisons. Je pense que ces questions doivent être abordées. Dans quelles conditions est-ce que nous faisons de la recherche, nous travaillons, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte, et je suis très heureuse que cette interpellation ait été faite. Oui, effectivement, oui, bien sûr, Valentin Mundimbe, il faut réinventer, il faut inventer l'Afrique, mais il faut aussi, dans tout cet exercice qui a consisté depuis 1981 à inventer cette nouvelle manière de parler de l'Afrique, il faut cette vigilance, il faut une vigilance de tout instant. J'entends, je le dis aussi, Sandrine est là, elle entend, ben cette ouverture que la revue doit faire à certains types d'écriture, un certain type d'écriture. Si la revue est un projet radical et critique, un projet éditorial qui est critique depuis le début, je pense que nous devons aussi être prêts à aménager en dehors du mainstream de ce que veut dire une revue classée, etc., ben, des espaces pour que cette réflexion épistémologique, cette réflexivité, y compris sur des manières de dire le réel, des manières d'écrire le réel, qui ne rentrent pas dans les canons, il faut que ces espaces soient aménagés. Merci infiniment, chère Marie, pour cette interpellation. Je me tourne... Et je me tourne vers Yann Leroux, parce que là, il y a un écho très intéressant. Cette évocation, cette recherche, elle doit être soutenue. Elle doit être soutenue, c'est important, les capacités des universitaires, le fait qu'il y ait des choses qui se construisent ici, politique africaine, ce n'est plus qu'à Paris, il y a des membres de la rédaction qui sont un peu partout, il y a des articles, il faut savoir que Politique africaine accueille un nombre incroyable de papiers qui viennent du Cameroun, c'est extraordinaire. Mais il y a un taux, il faut le dire clairement, un taux de rejet qui est très important et qui pose vraiment la question de nos capacités d'écriture. On a parlé de la question de l'empirie, la question comment est-ce qu'on fait du terrain, est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'il faut faire. Et je voudrais vraiment, cher Yann, vous donner la parole à cette étape de notre échange, pour que, éventuellement, à votre position qui est celle de conseiller culturel de la coopération de l'ambassade de France, ben, que vous nous disiez, vous l'avez déjà fait pour cet événement, mais ces nouvelles manières-là, comment faire, comment soutenir ces efforts, tout en garantissant bien sûr notre indépendance, l'indépendance des chercheurs. Cher Yann, merci d'être là et je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'allais dire, je voulais d'abord commencer par vous souhaiter un joyeux anniversaire à cette revue, 40 ans. Alors, méfiez-vous de la crise de la cinquantaine. Donc là aussi, je pense qu'il y a aussi un travail pour passer cette prochaine étape. Alors, j'ai beaucoup aimé finalement de voir que cette revue naît avec un jeune chercheur, des jeunes chercheurs, rebelles, insolents, qui n'écoutent personne et qui foncent. Et j'ai envie de dire que dans cette salle, je pense qu'il y a les jeunes chercheurs d'aujourd'hui et de ceux qui vont aussi bouger les lignes demain. Et ça me réjouit. Parce que n'oubliez pas que quand on aime, on a toujours 20 ans. Et j'ai envie de faire confiance à tous ces jeunes étudiants que vous avez rassemblés autour de vous. J'ai envie vraiment de leur faire confiance. Et c'est ce que j'ai ressenti avec l'ambassadeur quand nous sommes allés à Montpellier. On avait une délégation de 80 jeunes Camerounaises et Camerounais. Et j'ai vraiment ressenti de cette jeunesse, ça m'a réjoui, ça m'a réconforté, l'envie de se prendre en main et de décider d'eux-mêmes de comment ils voulaient penser, comment ils voulaient écrire et ce qu'ils voulaient faire. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contradiction, mais j'ai aucun doute que c'est la bonne méthode, qui du reste balayera ou modulera
un certain nombre de dangers que vous avez signalés, peut-être aussi de facilité, parce que voilà, des fois c'est bien aussi de faire des choses facilement. Et eux, j'ai trouvé une sorte d'intransigeance, et j'ose imaginer, en même temps en vous écoutant, je me disais, mais finalement ils seront là, tous les jeunes Bayards de demain, tous les jeunes chevaliers sans peur et sans reproche, ils sont là, et c'est tant mieux, et vous avez raison. La deuxième réflexion, première réponse, c'est qu'on est tous ici réunis. Il faut qu'il y ait des espaces comme ça, où la parole circule, où la pensée s'entrechoque, où tout le monde a... Alors c'était pas le débat aujourd'hui, on célèbre une revue pour son parcours, pour ce qu'elle a apporté, on n'est pas dans un débat contradictoire sur 2, 3, 4 façons de percevoir ou de décoder les choses, mais rien que le fait que des lieux, comme et j'en veux pas l'exclusivité, hein. Il n'y a pas qu'ici, hein. Heureusement il y a aussi dans plein d'autres lieux, je parle de celui-là parce que on y est rassemblés, et je sais qu'avec toute l'équipe de l'Institut français et du service de coopération d'action culturelle, Mathieu en premier lieu qui a construit aussi toute cette rencontre et qui est très militant là-dedans, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est aussi, il ne faut pas juste des déclarations d'amour dans la vie, il faut des preuves, et il faut aussi croire dans des espaces où l'expression plurielle, différente, intergénérationnelle peut être là. On y est très attaché en tout cas. Alors après, je voudrais aussi célébrer quand même, moi je reviens 30 ans après en Afrique, c'est ce que je dis souvent, maintenant ça fait 31 ans, je vous dirai 32 ans l'année prochaine, et ce qui m'a vraiment impressionné, d'abord c'est que j'ai connu un pays qui avait, je ne sais pas, peut-être 14 millions d'habitants, et je retrouve un qui en a 26 millions, c'est plus le même pays, hein. 8 universités publiques, 273 IPF, il y a quand même 450 000 étudiants, dernière statistique. Je vous donne quelques chiffres parce que c'est important, il n'y a pas beaucoup non plus de pays en Afrique qui ont cette vitalité-là. C'est plus de 6 000 enseignants, enfin je n'ai pas fait 198 000 bacheliers quand même. Voilà, il y a quelque chose qui existe, hein. On ne construit pas sur un château de sable. Il y a depuis des années, petit à petit, grâce, en l'occurrence aux Camerounaises et aux Camerounais, hein, il y a quand même ce système qui fait que aujourd'hui, par exemple, l'université de Chang est une des universités qui est connue, reconnue partout en Afrique et même en Europe. On parle pour la qualité de son enseignement, de ses recherches. Je pourrais citer d'autres universités. Moi, j'étais impressionné en allant à Maroua. Je suis à Maroua, 3000 étudiants. Waouh! Et 3000 étudiants, c'est pas que des Camerounaises et des Camerounais. Il y a bien sûr des gens qui viennent du Niger, du Tchad. C'est très intéressant, hein, aussi ce melting pot qui se met en place. Je vais à Ngaoundéré, boum, même si l'université est assez excentrée, il se passe quelque chose avec cette jeunesse qui est un petit peu partout, qui est plurielle. Et ça, c'est intéressant parce qu'une des convictions qu'on a, en tout cas que j'ai, je crois que c'est très important aujourd'hui de pouvoir permettre aux jeunes chercheurs africains d'aller dans d'autres universités, d'autres pays qui ont aussi des programmes très à la pointe, qui ont aussi des professeurs éminents. Je trouve qu'il faut qu'on facilite cette circulation. Elle est, à mon avis, très importante, plus importante, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des pépinières doctorales et sur des programmes qui permettent vraiment d'offrir cette possibilité. Alors, autre chose aussi, je suis assez partisan, militant avec l'équipe, il faut aussi qu'on arrive à recevoir plus d'étudiants français ou européens dans les universités camerounaises. Donc je suis assez partisan de la circulation sud-sud, mais d'une circulation aussi nord-sud. C'est-à-dire que le nord vienne un petit peu voir ce qui se passe dans le sud, et que les jeunes, parce que finalement ce sont eux qui vont transformer nos pays dans les années qui viennent. Nous, j'espère qu'on est encore un petit peu acteurs, mais on sera bientôt observateurs. Eux qui sont dans la salle, c'est eux. Moi, c'est eux qui m'intéressent. C'est eux qui m'intéressent. Dans leurs exigences, dans leur impatience, dans leur créativité également. J'ai une petite anecdote quand même, je vous le dis. Bon, j'ai un jeune qui vous savez, bon voilà, on est tous dans des maisons, on a des sécurités qui nous protègent. Moi j'ai un jeune qui s'occupe de la sécurité.
et qu'en fait, il fait ses études. Il travaille. J'ai une admiration sans faille pour lui. Il passe son temps à la médiathèque, il s'occupe de son petit frère qui est venu avec lui. Il travaille. Et le prix d'un livre, pour lui, il sait ce que c'est le prix d'un livre, parce qu'il ne peut pas se l'acheter. Donc il va dans une médiathèque, il vient dans notre médiathèque aussi. Je signale à tout le monde, et on en est fiers, même si elle a terrorisé mon voisin, finalement, ça lui a pas mal réussi quelque part, puisqu'aujourd'hui, c'est un éminent chercheur. Donc oui, l'accès au livre, l'accès au savoir, c'est quelque chose qui est important, et il y a des gens qui ont plus de mérite que nous, bien évidemment. Mais si on arrive à faire venir des étudiants, jeunes étudiants français, dans des universités ici, pour voir et travailler, étudier un moment, je pense qu'on va casser pas mal de clichés. Je pense qu'on va peut-être créer de nouvelles énergies, de nouvelles dynamiques. Donc on est assez persuadé que c'est ça. En tout cas, autre conviction qu'on a avec vous, c'est que de toute façon, doit se faire dans la co-construction et la co-réalisation. Bon, allez, soyons clairs. L'époque du millefeuille, où on met une couche sur une autre, c'est terminé. On est plutôt à l'ère du pudding. On va un petit peu mélanger. C'est pour ça que je crois beaucoup aux sciences humaines et sociales, et c'est pour ça que je crois beaucoup aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir que des scientifiques, il faut mettre aussi des sociologues, il faut mettre des philosophes, il faut mettre des historiens. Si on veut s'attaquer à un problème ou à quelque chose, il faut cette pluridisciplinarité, et je suis très heureux de la retrouver en tout cas dans ce numéro anniversaire qui était très bien présenté tout à l'heure, et qui montre bien que si vous voulez voir clair, il faut avoir des angles bien différents, et ça a été mis en exergue, et je m'en réjouis. Je me réjouis aussi du reste que vous pourrez trouver tous ces ouvrages qu'on a cités, j'espère, au sein de notre médiathèque. Et s'il en manquait, parce qu'il va en manquer, dites-nous que nous puissions en faire l'achat et les mettre à disposition. Parce que c'est ça aussi, peut-être un petit peu notre travail et notre mission, c'est essayer de mettre à disposition. Alors maintenant, les choses ont quand même changé. D'abord, on ne part pas de zéro, je parle d'aujourd'hui. Je trouve un système universitaire plutôt bien assis, plutôt bien intéressant. Je suis assez inquiet de ce qui se passe dans la zone anglophone, parce que depuis quelques années, malheureusement, on a cassé une sorte d'excellence de recherche scientifique, parce que les jeunes ne peuvent plus aller dans les universités pour les raisons que vous connaissez. Et ça, c'est vraiment très embêtant, parce qu'on est en train de perdre une génération de jeunes. Ces jeunes, pour la plupart, étaient obligés de se déplacer dans la zone francophone. Et bon, là, on n'a pas encore réussi complètement la soudure. Mais je pose la question, puisque vous parliez des publications à juste titre. Enfin, franchement, comment le Cameroun ne peut pas être au rendez-vous, alors qu'il a justement, c'est un pays bilingue qui peut justement écrire et produire dans les deux langues, et en anglais particulièrement. Il y a une vraie interrogation là qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que les universitaires anglophones sont obligés de quitter leur pays, d'aller ailleurs pour pouvoir écrire, produire? C'est une vraie question, c'est un vrai défi. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de réponse, il y a des problèmes partout. On en a en France, ils ont été rappelés. Tu vois, ils sont souvent rappelés sans concession, et vous avez raison de le rappeler sans concession. On vit dans des contradictions. Enfin, moi, je suis issu de l'enseignement public républicain, j'en suis très fier. Je ne me suis pas posé toutes ces questions avant longtemps de rencontrer des gens comme vous, mais voilà, j'étais très content d'être à l'école comme tout le monde, à l'école de la République et à l'université de la République, et donc ça m'allait très bien comme ça. Et je m'inquiète autant, aujourd'hui, là je parle en tant que citoyen, moi en tant que conseiller, mais puisque ça a été abordé, je m'inquiète autant des mouvements identitaires que des indigènes de la République. Je crois qu'il faut arriver à laisser des espaces de discussion pour tout le monde, dans des limites quand même qui font que j'ai pas été habitué, ma génération n'a pas été habituée qu'on interdise une conférence ou qu'on interdise une pièce de théâtre. Ça ne veut pas dire qu'il le faut, ou en faire la publicité. Par contre, ça a été rappelé, c'est très bien, c'est que c'est un pourcentage minimum. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient un impact maximum. Et là, c'est aussi peut-être un outil que les jeunes générations peut-être dominent mieux que nous. Bien évidemment, la transmission des savoirs se passe dans les échanges, dans les études, dans les publications. Aujourd'hui, elle se passe aussi dans des blogs, vous en avez parlé, dans des réseaux sociaux, dans des fanzines qui apparaissent comme ça. Enfin, j'allais dire ça, c'est pas nouveau, et c'est important. Alors avec d'autres dangers, bien évidemment, qui sont les infox, et puis le discours de haine qui peut aller aussi très vite quand une prise de position publique
voilà, est publié, et ça a été cité aussi, ça m'a aussi marqué. Bien évidemment, souvent les critiques sont anonymes, vous avez remarqué. Voilà, on vous dit que vous êtes vraiment un rien de rien, que vous n'avez rien compris, mais c'est vraiment anonyme parce que c'est tellement plus facile, ou c'est derrière un pseudonyme, c'est tellement plus facile de le faire et de ne pas faire l'effort de la réflexion. Voilà. Alors nous ici, si je parle un petit peu du travail qu'on essaie de faire avec l'équipe, et quand je dis une équipe, c'est une équipe plurielle parce que le travail, en fait, on fait tout avec vous, avec des gens comme vous, Nadine. Je parle de vous aujourd'hui parce que vous êtes là, mais avec plein d'autres. Ce que je remarque, et ça m'intéresse aussi de voir qu'il y a toute une génération d'Africaines et d'Africains, de Camerounaises et de Camerounais en l'occurrence, qui décident de soit revenir, soit passer plus de temps dans leur pays pour rentrer dans un processus de transmission et d'accompagnement. Ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est pas dans votre domaine, mais je pourrais citer Jean-Pierre Bécolo, qui est un cinéaste que vous connaissez très bien. Je pourrais en citer beaucoup d'autres qui reviennent. Je voudrais aussi parler de Click Bassi, parce que qui est cet artiste, j'imagine que vous connaissez aussi, et qui a un discours très intéressant. Là, il est en train de travailler avec nous sur un projet franco-allemand lié justement à un grand opéra urbain sur une autre conception de la décolonisation, qui est plutôt un retour aux valeurs traditionnelles africaines pour se reconstruire et se réinventer et se réenchanter. Et ça, je trouve ça assez intéressant comme discours, parce que c'est plutôt quelque chose qui va sur du positif et une prise en main et une reconstruction ou une construction comme vous le souhaitez, peut-être dans une sorte de porter quelque chose qui est forcément trop lourd et où on a encore besoin que des historiens s'expriment dessus, que des sociologues, que des politiciens s'expriment encore dessus, et que des archives soient libérées pour qu'on puisse s'exprimer dessus, bien évidemment, et que des objets puissent revenir aussi dans des bonnes conditions pour que ça puisse, pas de bonnes conditions après tout, pourquoi pas, mais que chacun se saisisse de tout ça. Et cette réinvention, elle nous semble aussi importante, et elle passe aussi par le fait qu'il ne faut pas que ça soit uniquement confié à des universitaires, aussi des artistes peuvent aussi interroger l'histoire, reconstruire ou la réinterpréter. Et je crois que c'est ça aussi, cette ouverture un petit peu plus panoramique que dans une logique qui est parfois un petit peu en silo. Je crois que les jeunes aujourd'hui, ils sont plus dans cette verticalité. Eux, ils vivent dans une sorte d'horizontalité, avec forcément des difficultés parfois. Mais non, ça nous semble aussi intéressant. Alors vous avez parlé du prix des livres aussi, enfin, ou en tout cas moi j'en parle, le prix des livres. Il faut aussi encourager l'édition africaine. Et je prendrai juste un exemple, Jaïr Badou Amal, qui publie ses livres en France, chez un éditeur français à 17-18 € le livre, mais qui a gardé son éditeur camerounais et qui vend à 3 000, 4 000 ou 5 000 francs CFA ses bouquins, donc il reste accessible. Donc là, je crois aussi qu'il y a peut-être un travail à faire sur accompagner. Parce qu'en fait, la structuration, elle ne peut pas être juste monolithique. Il ne faut pas y avoir juste un secteur qui se développe puis les autres qui restent à côté. C'est quand même un ensemble. C'est un ensemble de métiers, c'est un ensemble aussi d'opportunités et de défis en même temps. Donc oui, le prix des livres est une difficulté. Aider aussi le système éditorial africain et camerounais, c'est quelque chose qui a son importance. Fracture numérique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La qualité aussi d'accès bien évidemment à Internet qui n'est pas forcément bien répartie. Là, tout ça, il y a certainement des choses qui doivent être améliorées. Mais finalement, ils sont très ingénieux, ils trouvent plein de solutions. Et une des choses que je retiens encore de ce sommet, quand on discutait avec les jeunes quand ils sont revenus, en fait, ce qu'ils ont apprécié le plus, c'est vraiment de pouvoir discuter avec d'autres Africains. De confronter des expériences, de trouver des points communs, d'aller vers cette recherche un peu d'universalité dont vous avez parlé, et qui est aussi un des objectifs finalement, si on veut vivre ensemble, pour qu'on trouve quand même un peu d'universel. Si on part du principe qu'on se déteste tous et que finalement c'est à travers la négociation qu'on va pouvoir vivre ensemble et à travers le consensus, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon point de départ. Et votre vue qui part du bas vers le haut, qui part du bas et qui part de la vraie vie et pas de la vie inventée ou de la vie enchantée, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc je ne néglige pas du tout l'importance de cette revue, bien au contraire. Je me réjouis de voir que
vous allez en prendre la direction éditoriale. Et ça me rappelle aussi cette exposition qu'il va y avoir en avril au musée du Quai Branly, qui est une exposition qui s'appelle La route des chefferies, du visible à l'invisible. Et pour la première fois, ce sera un commissaire africain et camerounais qui, pour la première fois au musée du Quai Branly, qui va donc faire la muséographie. Tout ça, ça a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça a du sens. Bien sûr que cette revue, elle est africaine. C'est comme ça. Mais je pense que j'ai pas l'impression, en ayant écouté tout le monde, qu'elle soit parisienne, mais elle est encore plus africaine parce que vous vous en êtes saisi. Si les lecteurs s'en saisissent, elle le sera encore plus. Un nouvel acteur aussi peut-être dans tout ça, c'est bien évidemment la société civile. Moi je trouve que les jeunes s'organisent beaucoup en association. Nous, on va essayer d'être aussi un peu la maison de la société civile. Et ça, c'est quelque chose qui est très structurant. Parce que ce sont des engagements. C'est un engagement. Je crois encore, alors je ne sais pas si c'est une question de génération, j'espère pas, mais je crois beaucoup à l'aspect du militantisme. Je crois qu'on doit être militant. On peut faire changer les choses, rien n'est interdit, il ne faut pas juste d'écrire, il faut à un moment donné être dans l'action de proximité. On parle d'économie en circuit court. Je crois que tout ça c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, alors j'entends bien là sur les classements internationaux que les publications, que les universités africaines ne sont pas encore bien positionnées, mais enfin, je vais vous dire, en France il y a quelques années, c'était le cas. Et pour remédier à ça, on a fait des grandes assimilations, on a réuni des universités entre elles pour avoir une force de frappe plus importante. Mais encore une fois, ces classements, je veux dire, ils existent, certes, mais voilà, ils se sont imposés un peu en normes. Je veux dire, ils sont un peu tombés du ciel par rapport à des intérêts aussi, hein, très clairement. Donc, est-ce qu'on doit absolument rentrer dans ce moule? Est-ce qu'il y a d'autres chemins de traverse? Moi, je crois qu'il y a d'autres chemins de traverse. Enfin, en tout cas, pourquoi pas penser aussi à des fédérations, à des regroupements d'universités africaines qui pourraient justement avoir après, si on garde ces classements comme des choses importantes, qui pourraient justement avoir basculé dans plus de visibilité. On a parlé rapidement aussi du rôle de la diaspora. Ça, c'est intéressant. Cette diaspora quel est son rôle en France et quel est son rôle quand elle revient agir au Cameroun ou en Afrique. Ça serait intéressant. Moi, j'imagine qu'il y a des recherches qui sont dessus, mais je ne sais pas s'il y a des conclusions probantes ou si... Parce que ça a été quand même pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment entendu parler des diasporas. Là, elles apparaissent comme étant une sorte de joker, d'espoir, de développement. Alors, le mot du développement, c'est intéressant de l'interroger aussi. En tout cas, on nous demande, au nouveau sommet Afrique France, on nous a demandé de reconsidérer ces politiques de développement en allant plutôt vers des investissements solidaires. Voilà. Bon. Et alors, je ne sais pas si c'est la bonne formule ou pas, mais en tout cas, je suis certain que ce qui est intéressant, c'est que les mots sont importants. Voilà. Quand on dit une chose, les mots sont importants. Les mots ne sont pas des choses insignifiantes. Les mots sont importants. Donc, parce qu'à travers les mots, c'est aussi une façon de regarder, donc de considérer. Et ça reste quelque chose de très important. La mobilité, donc je le redis parce que c'est vraiment notre axe de travail. Sud-Sud, on va travailler beaucoup, on va faire venir plus de jeunes. Je crois, alors il y a France Volontaire, on a quelques jeunes qui viennent se frotter à la réalité, et ça change leur regard. Hein. Après, quand ils rentrent en France, ça change leur regard, ça change des choses. Rôle de la diaspora, je viens d'en parler. Et après cette mobilité de jeunes étudiants africains qui viennent à un moment donné continuer leurs études, se spécialiser
Non, ça aussi c'est important parce que nous on se nourrit, on s'enrichit aussi de ça. Hein. Ce sont des bons étudiants, ce sont des bons élèves. On investit beaucoup d'argent. Je crois que de mémoire, on a plus de 400 000 euros, ou 420 000 euros par an pour aider des mobilités. Alors, je vous rassure, enfin, si un certain nombre d'entre vous étaient inquiets, nous, tout ce système de course, on travaille avec des gens dont c'est le métier. Donc, si je prends des exemples, puisque vous venez de l'IRD, on travaille avec les équipes de l'IRD pour qu'eux puissent détecter les gens à qui ça peut être utile. Idem pour l'Institut Pasteur ou le CIRAD. Idem également avec d'autres institutions, en l'occurrence camerounaises. Donc c'est la grande différence 30 ans après, c'est que je sens qu'on est dans un travail collectif. Alors c'est plus long, hein, c'est plus difficile parce que c'est pas toujours facile de se mettre tous d'accord. Chacun forcément a ses convictions. Des fois, elles doivent rester portées par un héritage, mais c'est plutôt pas mal parce que ça reste finalement au bout du compte plus efficace. Donc la transmission de ces savoirs, elle est finalement à la responsabilité de chacun. Et je conclurai juste pour vous donner deux, trois choses que nous faisons. Excusez-moi, je vais terminer d'une façon un peu subjective, mais par exemple, on a lancé depuis un an une très grande nuit des idées, qui est une semaine des idées, qu'on construit ici et dans plein de lieux de la ville, des lieux camerounais, indépendants, alternatifs. Sachant que quand même, un des grands défis que ce pays a et aura, c'est comment sortir beaucoup de jeunes de l'informel pour les mettre dans le formel. Et je crois que la meilleure nouvelle, ça serait de pouvoir, pour un jeune, ça serait qu'il puisse payer ses impôts parce qu'il a sa petite entreprise et que ça fonctionne bien, quoi. Et je le vois, moi qui ai un garçon de 25 ans qui est aussi un petit peu dans ce monde de l'art, je vois tellement de talents avec les équipes, on rencontre tellement de talents qui finalement se fanent très rapidement parce que l'informel est quelque chose qui vous asphyxie. C'est du cash rapide, mais ça vous asphyxie. Donc on a cette nuit des idées qui est une semaine des idées. On a lancé l'année dernière aussi une semaine de la littérature française, de la littérature africaine, pardonnez-moi, une semaine de la littérature africaine. On s'est du reste rencontré à Souza. Et donc je crois vraiment beaucoup en cette méthodologie de travail, du construire ensemble, du partage et d'aller avec les publics de chacun. Et ça, je crois qu'aussi c'est important, et je retiens ça comme étant vraiment quelque chose, une sorte de boussole. Donc, chère Nadine, vous avez toute votre place ici avec vos collègues et amis. Je réitère l'admiration que j'ai pour cette jeunesse camerounaise et je lui souhaite de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves et de prendre ses responsabilités et finalement de changer ou pas changer, c'est vous qui déciderez, et du temps et de la manière et de la façon. Mais en tout cas, n'hésitez pas, que vous êtes chacune et chacun très important dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain. Et certainement, si aujourd'hui c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'aînés, dont un certain nombre ont parlé, qui ont fait le boulot, comme on dit. Et c'était peut-être beaucoup plus difficile pour eux, parce qu'effectivement, ils étaient beaucoup plus isolés, ils étaient moins coordonnés, ils ont été un peu les pionniers, ils ont été un peu à l'avant-garde. Vous n'êtes pas une génération dorée, parce qu'on ne vous fait pas de cadeaux, mais vous avez quand même aujourd'hui cette possibilité, vous, d'être un groupe, d'être un collectif. Et donc, il faut que vous en saisir. C'est à vous, finalement, de prendre la parole et de changer les choses, et peut-être d'inventer des choses qu'on n'a pas pensé, nous, et peut-être de balayer des choses qu'on a pensé que c'était ça, mais que finalement, il faut faire autrement. Donc, prenez la parole, occupez les espaces, il faut écrire, il faut produire à votre façon sur des blogs, sur les réseaux sociaux, sur des petits journaux, sur des murs, j'en sais rien, c'est à vous de voir, mais si vous de tout ça. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici. Et j'espère que vous reviendrez nombreux, et j'espère surtout que après la crise de la cinquantaine, donc on a fêté ensemble, et bien il se passera des choses qui nous réjouiront. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis à la fois ravie et désolée que ce soit aussi qu'on soit aussi sorti de l'enveloppe temps qui nous avait été accordée par l'Institut français. Je voudrais remercier, mais vraiment grandement, chaleureusement, Jean-François Bayard, Sandrine Perrault,
Séverine Avenengo qui est là, bien sûr Fabien, oui, Fabien, mon chef de département qui n'est pas là, mais Julien, Ousmane Zina, enfin, les membres du comité de rédaction, les membres de l'ACPA, mes collègues qui sont là dans la salle, vous tous, Marie-Emmanuelle Pombrol, Fred Eboko, Yann Lorbeau, Mathieu Seth, Ayen, puisqu'on soutient la société civile, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé depuis des jours et des jours pour que nous soyons ici. Merci infiniment pour votre présence, pour votre intérêt. Et j'espère que nous aurons à nouveau l'occasion, puisque l'espace nous est ouvert, de nous retrouver ici. On va finir en musique avec un titre qui me donne l'occasion de faire la dédicace. Et je sais que Julien, bon, il est peut-être parti, mais en fait il fallait un mot de sa part, Sandrine, mais tu peux toujours me l'envoyer. Ce mot, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut écrire dans ce double numéro 161-162 qui va être mis qui sera présenté. Voilà. Bravo à tous et merci, bon anniversaire à Politique africaine. Nous allons faire une petite séance de dédicace. Il y a encore des numéros qui vont arriver. Là, je n'ai ramené que 10 numéros, 10 exemplaires de Paris. D'autres viendront et j'espère que nous aurons l'occasion à nouveau, que ce soit à l'Université Yaoundé 2 ici ou ailleurs, de mettre à disposition ce numéro 160, ce double numéro anniversaire. Et merci à vous tous d'avoir été là et merci.